Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On espère que vous avez passé un excellent week-end, un long week-end pour certains si vous avez eu la chance de pouvoir en profiter. On est ravis de vous retrouver et nous allons commencer cette semaine par le sommaire avec d'abord la dyslexie. Ce sera le thème du jour et c'est réducteur d'en parler au singulier, c'est ce que vous verrez car il y a des dyslexies. Pour l'évoquer avec nous seront en plateau Françoise Touvenot, présidente de l'APDIS 35 et puis Constance Jouet qui slame sur sa dyslexie. Vous verrez cela dans quelques instants. Un thème transversal qui a également inspiré la chronique philosophie de l'ami Carle Brozek. Et puis du côté des archives de l'INA, Christelle Molina nous commentera des images de 1967 sur BIS, une organisation du travail d'un genre nouveau qui signe les débuts de l'intérim. Enfin, le 13 juin, ce sera la 5e journée de l'alimentation en établissement de santé. On en parlera tout à l'heure avec deux représentants du CHU de Rennes, Véronique Lebaille, cadre de santé diététicien, et François Michel, responsable de la restauration. Et voilà pour le menu du jour, c'est le cas de le dire. On est ravis de vous retrouver. Bonjour Carl. Bonjour Laurence. Bonjour Constance. Bonjour. Bonjour Françoise. Bonjour. Et bonjour ma chère Catherine. Bonjour Laurence. Ça va bien? Tout le monde est en forme? Ouais, vous avez l'air super. au top tous. Allez, on va commencer, je vous le disais, le thème du jour, c'est la dyslexie. Et bien tout de suite, en images, la dyslexie, qu'est-ce que c'est? Et bon, la boulangerie. Pas de panique, la boulangerie n'existe pas encore. La petite Léa est seulement dyslexique. Le mot dyslexie vient du grec. Dys exprime une idée de difficulté et lexie veut dire la langue écrite. La dyslexie, c'est donc un trouble de l'apprentissage écrit. Et près de 5% des enfants en France sont touchés. Mais concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est une incapacité à mémoriser la forme visuelle des mots. Cela varie d'un individu à l'autre. Certains voient les lettres s'inverser au fur et à mesure de la lecture. Quelques-uns auront plutôt l'impression de percevoir des lettres incomplètes ou, comme la petite Léa, d'autres liront dans le mauvais sens et confondront un B avec un D, par exemple. Ce trouble se manifeste souvent dès le début de l'école et peut engendrer un retard dans l'apprentissage de la lecture. Mais la solution n'est certainement pas de hurler sur le petit Nicolas, car il aura beau travailler, ses difficultés ne s'effaceront pas. La prise en charge consiste principalement à se rendre chez l'orthophoniste plusieurs fois par semaine pour réapprendre à lire, avec des méthodes ludiques qui s'adapteront à l'enfant et lui redonneront peu à peu le goût de la lecture. Pour le porte-monnaie, ce n'est pas évident pour toutes les familles. Dans un centre dédié, les séances sont remboursées à 100%. Chez un professionnel, la prise en charge est de 60%. Et si vous faites appel à un psychologue ou un psychomotricien, eh bien, c'est pour votre pomme. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter. La dyslexie n'est pas une fatalité. Voilà, ça n'est pas une fatalité. C'est ce que nous dira tout à l'heure Françoise Touvenot, qu'on retrouvera dans quelques instants. D'abord, Catherine, ça vous a inspiré un billet d'humeur, la dyslexie? Oui, tout à fait. Avant toute chose, Laurence, je me permets de vous passer le bonjour. Oui. De la part de Françoise, une téléspectatrice que j'ai croisée à Étonnant Voyageur ce week-end. Voilà, elle passe bonjour à toute l'équipe. Eh bien, on lui Donc, fait un grand bonjour à Françoise si elle nous regarde. Et elle nous regarde certainement. Oui, et puis Étonnant Voyageur, c'est un festival du livre aussi. Donc énormément de livres, énormément de voyages à travers les mots, les pages. Puis dans le salon du livre, tous ces auteurs, tous ces mots là accumulés. Déjà, moi, ça me donnait le vertige. Et donc, quand on imagine la thématique d'aujourd'hui, qui est la difficulté aussi à pouvoir lire, et puis voilà, on se dit, voilà, qu'est-ce que ça peut être comme frustration également que de ne pas avoir accès aussi facilement que ça à ces écrits, et puis voilà, donc, et puis peut-être une difficulté aussi d'avancer dans la scolarité. Heureusement qu'il y a du suivi, mais ça, vous nous en parlerez bien mieux que moi. Et puis, je vous laisse sur quelle ironie, Laurence, surtout, parce que dyslexie, D-Y-S-L-E-X-I-E, c'est que dyscalculie, Ouais. dysorthographie. Alors là, vraiment, les gens, ils ont voulu battre anticonstitutionnellement. Voilà. Je pense que c'est quand même le nom de maladie où si tu la joues au Scrabble et tu tombes sur un mot multiple, tu gagnes à peu près toutes les parties de l'histoire du Scrabble. Pour un nom de dysfonctionnement quand même et de difficulté à lire et écrire, c'est quand même un peu ironique. C'est très ironique. Hein. Et puis les noms de maladies, on en parlait la semaine dernière, sont difficiles à écrire, mais là, pour celle-là, ils auraient peut-être pu faire un petit effort. Ouais. Moi, j'ai pensé que j'étais dyslexique longtemps, mais en fait, parce que j'avais du mal à lire mes fiches, là, encore maintenant. Mais c'est juste parce que j'écris mal. J'ai dû être médecin généraliste dans une vie antérieure.
Ou alors c'était juste aussi une petite technique pour que les gens copient pas sur moi à l'école. Oui, Voilà, ça c'est les syndromes des premiers de la classe. Je l'ai pas été très longtemps, hein, mais les syndromes de premier de la classe, genre voilà, hop, et puis après tu comprends rien non plus, et puis tes notes chutent également, et puis voilà, c'est la spirale aussi. Donc comme quoi, mieux vaut essayer de bien écrire pour partager avec les copains aussi. Ensemble, c'est mieux. En tout cas, on avait un professeur la semaine dernière sur le plateau. Alors, il réfute l'idée selon laquelle les médecins écrivent mal parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas écrire les noms de maladies. Il disait que c'était parce qu'ils étaient plutôt habitués à écrire très vite dans les cours magistraux. C'est sûrement la réalité, mais la réalité est souvent bien plus décevante que la fiction, en tout cas. Donc, je vous laisse à ça, et puis hâte d'en savoir plus sur ce que sont les 10. C'est ça, justement, on va en savoir plus avec Françoise Touvenot et Constance Jouet. Constance, vous souffrez, vous, de la dyslexie. On en parlera avec vous tout à l'heure, mais vous avez trouvé des parades. Et vous, Françoise Touvenot, vous êtes présidente de l'APEDIS 35, donc vous êtes vraiment experte sur le thème. Expliquez-nous avant tout l'objet de cette association. Alors, nous sommes une association de parents d'enfants 10 depuis 2001. Et depuis 2008, nous avons ajouté un A pour adultes, puisqu'en fait, c'est un trouble neurodéveloppemental qui dure toute la vie. Nous accompagnons, nous rassemblons toutes les personnes concernées et nous portons la parole auprès des pouvoirs publics de toutes les personnes 10. Et c'est pas si simple de porter la parole des personnes 10, justement. D'ailleurs, vous n'employez pas le terme de dyslexie au singulier, c'est très important de le dire, mais des troubles 10. Alors, ça recouvre quoi? Parce qu'on l'a évoqué un peu avec Catherine rapidement. Ça recoupe un certain nombre de troubles, mais comme disait le petit, la doulangerie n'existe peut-être pas, mais les troubles 10, c'est toujours douloureux, parce que c'est invisible, avec une intelligence qui est préservée, qui est ordinaire, parfois voire même un peu supérieure. Alors on a les troubles, bien sûr, phonologiques, les troubles visuospatiaux, la dyslexie lexicale, mais il y a aussi tout ce qui se greffe autour et qui va avec, qui se superpose, la dyspraxie, le trouble de la malléabilité fine, la dyscalculie, trouble des mathématiques, la dysphasie, qui souvent ne se voit pas n'est repérée qu'après, si elle n'est pas massive, et qui est en fait le langage qui ne se constitue pas. Donc ça gêne la communication. Et puis maintenant, le TDAH, et on a même dans la constellation 10 les troubles Asperger. Ouais, alors c'est ça, vous parlez de constellation des 10. C'est impressionnant, ce qui montre à quel point c'est vaste. Vous dites même que 8 à 10% de la population française serait touchée, ce qui est énorme. On n'a pas de statistiques exactes, mais on est très certainement en dessous. Et par exemple, au niveau de l'Ille-et-Vilaine, si vous prenez un pourcentage bien inférieur, 4% d'adultes 10 et 6% d'enfants 10, ça représente quand même 46 000 personnes en Ille-et-Vilaine. Ouais. Et au niveau de l'éducation nationale, il y a maintenant 19% d'enfants 10 dans les enfants en situation de handicap. C'est quand même important. C'est très important. Alors, quels sont d'ailleurs d'abord les premiers signes qui doivent nous alerter chez un enfant ? Alors, en général, les premiers signes se révèlent dès l'école. Si c'est un trouble praxique, il ne va pas pouvoir faire les Legos, il va pas faire les enchaînements. Tout ça, ça va être difficile. Et quand il rentre dans la lecture, il a beaucoup de mal à apprendre à lire. C'est là, c'est le moment clé. C'est au moment des apprentissages, du début des apprentissages. Début des apprentissages, c'est-à-dire qu'il ne va pas enchaîner les syllabes, ou il va sauter une ligne, ou il va lire une ligne à la place d'une autre, ou il ne va pas reconnaître la morphologie du mot. Ça dépend du type de trouble. Mais plus les troubles sont superposés en comorbidité, plus les difficultés vont être importantes. Alors, c'est le premier trouble décelé justement lors des apprentissages. On peut avoir un diagnostic officiel à partir de quel âge à peu près? Alors, le diagnostic officiel pour les troubles dyslexiques, en fait, ne peut venir que 18 mois après le début d'entrée dans les apprentissages. Ça, c'est les textes. Par contre, rien n'empêche de faire de la rééducation dès que l'on constate des difficultés. Et par exemple, pour les petits qui ont des difficultés de gestuelle fine, de faire de la rééducation avec un psychomote. Pour le langage, les enfants qui n'ont pas constitué leur langage à 4 ans, de faire de la rééducation orthophonique. Parce que si vous n'avez pas constitué votre langage, vous ne pourrez pas entrer dans la lecture et vous n'apprendrez pas l'orthographe. Alors, pour être tout à fait concret pour nos téléspectateurs, si vous
vous nous rejoignez, donc on fait une émission sur la dyslexie. On va voir des exemples de phrases telles qu'elles sont perçues par une personne dyslexique, parce que ça, c'est vraiment important. On va en voir une première que vous allez nous commenter, parce qu'on ne se rend pas bien compte, finalement, quand on n'est pas dyslexique, ce que Alors ça peut donner. C'est un texte qui est lu par un enfant qui a une dyslexie, ce qu'on appelle une dyslexie mixte, hein, c'est-à-dire qu'il a à la fois des troubles phonologiques, des troubles de dyslexie lexicale et visuospatiale. Vous voyez qu'il n'y a pas de coupure dans les mots, il ne coupe pas les mots parce qu'il n'a pas reconnu la forme du mot. Mais également au niveau de la phonologie, eh bien, accélérer, scélérer, ce n'est pas la bonne phonologie. Le problème, c'est quand vous avez un texte comme ça, vous ne comprenez pas le sens. Oui, et il faut revenir, revenir plusieurs fois, faire des allers-retours pour en fait entendre et comprendre. Vous, Constance, quand vous voyez une phrase comme ça vous parle? C'est vraiment quelque chose que vous Je sais, quand j'étais percevez? petite, j'écrivais vraiment... Enfin, c'était compliqué d'écrire et de savoir comment départager quel est un mot et quel ne l'est pas. Généralement, j'inventais aussi des sortes de sons. Genre le OUA, O-U-A, ou des choses comme ça, au lieu de O-I, ou des choses comme ça. Mais oui, peut-être pas à ce point-là. Mais maintenant que j'ai grandi, mais je me souviens plus non plus quand j'étais petite. Mais c'est vrai que... Une fois diagnostiqué, il faut accompagner. Je vous propose qu'on écoute la question selfie d'une de nos téléspectatrices et on vous laisse y répondre juste après, Françoise. Bonjour, je m'appelle Amandine, j'habite Daoulas. J'avais une question concernant la dyslexie, à savoir comment aider mon enfant au mieux, au quotidien, à la maison, à l'école. Merci beaucoup. Alors, des questions très pratiques. Comment aider mon enfant? Est-ce qu'il y a deux cas de figure? Il y a à l'école et à la maison. Il faut surtout être ensemble, c'est-à-dire qu'il faut absolument placer l'enfant au centre de l'accompagnement parent, l'accompagnement par l'enseignant et l'accompagnement par les soignants. Et il faut qu'ils communiquent. Mais au niveau de l'école, la première chose, il faut absolument que les enseignants s'appuient sur les compétences préservées et compensent les difficultés. Donc des questions très structurées. Alors, très structurées. Structurer toutes les consignes, ne pas mettre en double tâche, c'est-à-dire fournir les photocopies, aider à tenir l'agenda pour que l'enfant puisse apprendre vraiment. Et à la maison, il faut faire le même genre de choses, lire pour lui donner du temps, respecter sa fatigue. Tout est très coûteux en énergie. Mais il faut aussi ne pas le saturer. Il faut qu'un enfant puisse grandir, qu'il puisse avoir le temps de se construire, qu'il puisse jouer avec les copains. On voit nos enfants 10... Ils ont des emplois du temps de ministres et ils n'ont plus le temps de jouer. Ouais, donc les laisser respirer et leur laisser avoir du temps libre et pas leur mettre une trop grande pression. Vous dites aussi que souvent, ça rappelle en fait, ça impacte, c'est une difficulté qui impacte toute la famille parce qu'elle rappelle des troubles antérieurs, bien souvent, concernant les parents ou les grands-parents. Oui, bien souvent. Il faut savoir qu'il y a environ 95% de génétique dans les... C'est pas une maladie génétique, mais on constate qu'il y a des familles de 10, ça peut sauter une génération, et surtout les grands prématurés développent généralement des troubles 10. Donc, un enfant qui est malheureux à l'école, c'est toute la famille qui est angoissée, forcément malheureuse, inquiète. Alors, en matière de rééducation, on l'a vu, l'orthophonie, c'est la première indication, bien entendu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres approches, évidemment, et des approches qui se croisent, qui sont transversales, finalement. Alors, vous avez aussi l'orthopsie pour tous les troubles neurovisuels, qui là aussi est pris en charge par la sécurité sociale. Mais après, vous avez tout ce qui est neuropsy, neuropsychologue, ergothérapeute, qui ne sont pas pris en charge. Et bon, on espère que dans le nouveau plan de santé qui va arriver, il pourra y avoir un dépistage précoce avec une prise en charge entre 0 et 7 ans. Mais c'est dramatique parce que ça veut dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas pris en charge pour leurs besoins actuellement parce que les parents n'ont pas les moyens financiers. Donc c'est source d'inégalité. D'inégalité sociale en plus. Donc c'est douloureux. Ce sont des gens qui ont des compétences. Ils ont des compétences parce qu'on les voit après au niveau de l'adulte. Ils peuvent développer des compétences. Il faut passer ce bac. Après, en général, ça va mieux. Passe ton bac d'abord. Mais il existe quand même des solutions pour la prise en charge en cas de troubles sévères. C'est ce que vous dites. On rassure quand même les parents qui sont confrontés à ce type de problème. On peut déposer un dossier à la MDPH.
Oui, alors on peut déposer avant. Il est souhaitable de contacter le médecin scolaire pour faire ce qu'on appelle un plan d'accompagnement personnalisé. Et ça, c'est uniquement sur les adaptations pédagogiques parce que nos enfants ont avant tout besoin d'adaptations pédagogiques. Et si ce n'est pas suffisant, si les troubles sont massifs et surtout imbriqués, il est souhaitable de déposer un dossier à la maison départementale du handicap pour avoir peut-être une AVS, pour avoir des assistante de outils, vie scolaire, pour avoir un service, pour avoir un accompagnement. Bon, donc c'est possible. Et puis, à l'âge adulte, même s'il reste des difficultés, il y a toujours des solutions. Vous dites quand même que les personnes ont honte à l'âge adulte de... Oui, il y a une enquête qui a été faite par le CNRS de Lyon qui dit que 11% des adultes dyslexiques, là c'était dyslexique, éprouvent de la honte. Vous savez, quand vous devez écrire sur le carnet de correspondance de votre enfant vers l'enseignant et que vous savez que vous allez faire des fautes d'orthographe, c'est quand même très difficile et douloureux. C'est compliqué. Karl, vous êtes allé rencontrer des éditions qui s'appellent les éditions Arter, qui sont près de Rennes, et qui ont une démarche vraiment en direction des personnes dyslexiques. Alors, on va tout de suite voir votre reportage. Bonjour Alain Burban. Bonjour. Vous êtes auteur de littérature jeunesse, c'est bien ça? Oui, c'est ça, absolument. Donc là, on travaille pour des enfants qui ont 4 à 7 ans, à peu près. Oui. Et vous publiez des livres qui s'appellent Bassima, qui s'appellent Skita, et qui s'adressent notamment à un certain public. Oui, c'est-à-dire que ce sont les premiers livres sur lesquels on a travaillé auprès des enfants dyslexiques. Voilà. Et alors, comment est venue l'idée d'intéresser les enfants dyslexiques à la littérature? Eh bien, on a été un peu sollicité, on va dire, par les parents d'enfants dyslexiques, par des gens qui travaillent autour de cette problématique, parce qu'ils utilisaient déjà nos précédents ouvrages, notamment des produits comme les cartes aussi, pour travailler auprès de ces enfants. Et donc, finalement, on a décidé un petit peu ensemble de faire un essai sur un livre, donc Skita, qui était notre premier livre. Alors Skita, c'est un livre qui va effectivement s'adresser à tous les enfants, bien sûr, mais qui va surtout s'adresser aux enfants dyslexiques. Qu'est-ce qui touche un enfant dyslexique dans vos ouvrages? Je pense que l'approche visuelle pour nous est centrale. Ce que nous ont dit les gens, en fait, c'est que une photographie d'une petite marionnette fabriquée, etc. Oui, parce que dans vos livres, ce ne sont pas des dessins, mais ce sont des petites marionnettes, des petits sujets qui sont photographiés, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que d'emblée, ce sont des sujets animaliers et de fabrication fait avec des matériaux de récupération, essentiellement des bouteilles, des canettes. Et donc la photographie et la mise en scène cinématographique, on va dire, de nos histoires a un impact très fort sur l'appropriation des personnages, en fait. Parce que pour l'enfant, c'est moins abstrait de voir des personnages vrais en photo? C'est-à-dire que souvent, les enfants, dyslexiques ou non d'ailleurs, se focalisent des fois sur des détails ou des choses que nous, adultes, finalement, on n'a pas forcément bien repéré. Et du coup, ça permet au récit d'avoir un peu des points d'ancrage sur les personnages, les héros, les décors, etc. Alors ça, c'est pour la partie illustrée, mais le texte, qu'est-ce qu'il a de particulier, le texte, dans un de vos livres? Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont menés autour de la dyslexie, mais il y a quand même un peu des normes autour de la taille de la typographie, le style de la typographie aussi. Donc là, moi j'ai retravaillé une police qui existait déjà, qui s'appelle l'OpenDis, qui est très connue. Et puis on a aussi le stylisme, la narration qui doit être très courte, très concise, la mise en page aussi, est-ce que c'est sur un fond noir, blanc, tout est fait pour faciliter la lecture en fait. Et avec quand même la possibilité d'utiliser des mots riches, compliqués. Oui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour simplifier ou bébétifier, vous êtes vraiment là pour raconter des vraies histoires. Voilà, c'est pas une histoire simpliste, mais il faut qu'on évite un peu les pièges qui peuvent rendre un récit compliqué, par exemple avec des flashbacks ou des situations trop proches les unes des autres, etc. quoi. Alors ça, c'est effectivement les enfants dyslexiques qui vont s'y intéresser, mais il faut bien préciser que les livres qui sont publiés par Arter s'adressent aussi à tous les enfants. Oui, voilà. Alors nous, on a fait un choix depuis le début de ne jamais dire que c'était des ouvrages pour les enfants dyslexiques. Ça serait trop clivant, c'est ça? Je pense, et puis je pense qu'un livre qui est bien fait fonctionne pour tout le monde. Voilà. Et également pour les parents, parce que nous aussi, c'est un peu la spécificité, c'est-à-dire que
Nous, on considère que les livres que l'on fait, c'est pour les parents qui lisent aux enfants. Donc, si ça n'intéresse pas les parents, je pense que les enfants, voilà, ils vont y perdre aussi un peu, quoi. Oui, parce que les enfants sont souvent assez imitatifs. Bien sûr, et puis les parents aiment bien lire les histoires. Bien sûr. Donc, il faut que l'histoire les touche un peu aussi, quoi. Très bien. Voilà. Merci Alain. Je vous en prie. Merci aussi à vous. Très très belle initiative que celle d'Alain Burban, qui ne fait pas des livres adaptés. Pour lui, c'est essentiel. Il fait des livres accessibles Voilà. à tous et des livres qui ont un contenu qui peut aussi bien intéresser des personnes beaucoup plus âgées, comme des seniors, parce que c'est beau, ces livres. Oui. Ouais, ouais. Alors, était évoquée cette police Open 10. Vous dites que ça ne convient pas à tout le monde. Ah non, Pourquoi? non, vous avez, parce que ça dépend de l'empan visuel de l'enfant. Vous avez des personnes 10 qui vont avoir besoin de lire avec des caractères étroits, comme le journal, et d'autres qui vont avoir besoin de lire avec des caractères étendus. Et lui, il a travaillé à partir de cette police avec des orthophonistes pour essayer de faire une police plus accessible encore. Vous aviez, vous, entendu Constance parler de cette Oui, c'est police? tout à fait. Il y a plus d'écart entre certaines lettres. Comme ça permet d'avoir une bonne vision du mot et moins confondre les lettres, je pense. Et vraiment, les écarts sont très importants. Donc, moi, je sais que je l'avais utilisé chez l'orthophoniste. D'accord. Alors justement, on va parler un petit peu de votre parcours. Constance, vous êtes étudiante en fac de langue à Vannes. Vous êtes dyslexique et vous dites que finalement, il y a des solutions pour vaincre sa dyslexie. Et vous avez trouvé votre solution, c'est le slam. On va voir tout de suite un petit extrait de ce que vous faites. Cacher mes faiblesses, dévoiler mes faiblesses, accepter, transformer, développer mes toujours faiblesses. Voilà, je commence. J'en tremble, mais pourtant je dois vous le dire, c'est important. Je stresse. Voulez-vous savoir ce qui ne s'avoue pas? Voulez-vous comprendre ce qui ne se dit pas? Voulez-vous connaître ce qu'il y a en vrai et ce que vous ne voyez pas en moi? Je vais vous le laisser le deviner. Voilà ce que je vis depuis toujours. Mais d'abord, promettez-moi de le dire à personne, même par amour. Alors on me rabâche, l'école c'est important. Si tu apprends, tu perceras, c'est évident. Allez, vas-y, écoute, écris, vois et deviens. Pour les autres, ça paraît si simple, marrant. Pourtant, on a tendance à oublier ceux dont l'étude ne donne rien. Pas de chance, au loto des différences, j'ai remporté mon lot particulier. Les numéros qui sont sortis m'ont attribué un symptôme assez familier. Quelle éloquence. Bravo. Ouais. Bravo, Constance. Comment se traduisez-vous vos troubles dyslexiques depuis que vous étiez petite? Alors moi, j'étais plus orientée sur la dysorthographie. J'ai vraiment des problèmes en dysorthographie, la dyslexie aussi, dans la lecture des mots. Et dans la dyslexie, oui, aussi. Par exemple, je vais faire des fautes d'orthographe, mais ça va être impossible de trouver en fait, mes fautes d'orthographe dans le mot, même si on me dit, bah, là, tu as 3 fautes d'orthographe. Ça ne va pas être possible. Et c'est vrai que je suis une orthophoniste depuis le CP. Et par exemple, la règle du SE et du CE, on aura beau me la répéter, je ne comprendrai pas. Ouais. Par exemple, aussi, sur les exercices, vrai ou faux, j'ai tendance à inverser le V et le F. Du coup, j'aurais toujours écrit vrai au lieu de faux, ou des choses comme ça. Et le P et le B aussi. Alors, comment le slam est entré dans votre vie et en quoi ça a changé beaucoup de choses? Le slam est entré dans ma vie. Donc en 3e, il y avait un concours... un tournoi interscolaire en fait, et donc on a appris à écrire et à parler devant des mondes, des personnes. Et donc mon premier tournoi a été devant 400 élèves. Et donc voilà, j'ai pas remporté le concours, mais ça m'a beaucoup plu en fait de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me faire comprendre sans que chacun s'arrête sur « Oh, elle a fait une faute. Oh, ça, c'est pas beau, c'est pas joli. » Et le fait justement de parler de la dyslexie à travers le slam, ça a été une évidence? Ça s'est imposé tout de suite ou c'est venu après? Vous avez parlé de quoi dans votre tout premier slam? De l'école. Ça y est, je vais quitter ma jeunesse, je vais aller au lycée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer dans le monde adulte, ça y est. Et non, la dyslexie, c'était plus pour aussi montrer un petit côté de moi qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que la dyslexie, c'est quelque chose, quand on écrit, maintenant, je grandis, je dois écrire des mails hyper importants. Et je sais que c'est pas facile pour répondre. Il faut toujours que je demande à papa ou à maman, est-ce que vous pouvez corriger ce mail-là? Ou alors pour les rendus des partiels, est-ce que vous pouvez corriger mes dossiers ou des choses comme ça? Donc en fait, c'est du temps en plus et c'est de la fatigue en plus. Ça vous a aidé vraiment à dompter votre dyslexie, le slam, de passer par cette voie-là, par ce biais-là? Ça m'a aidé à compenser, à me dire qu'il faut pas prendre ses faiblesses pour des faiblesses, mais juste prendre ça comme une force. Moi, ma dyslexie, je la prends comme une force. Ça m'a aidé à participer à
à plein de concours, à vouloir me surpasser à chaque fois et parler, c'est ce que j'adore parce qu'on ne voit pas les fautes que je fais. Alors les chiffres sont là, vous êtes très peu de dyslexiques à aller jusqu'à la faculté, c'est parce que ça demande beaucoup d'efforts, de concentration, etc. Est-ce que vous avez envie du coup de porter ce message par le slam également et de montrer que c'est possible et qu'on peut si on a la volonté et si on arrive à compenser, parce que oui, c'est sûr, c'est pas facile de se prendre tout le temps des zéros quand on a une copie à rendre, parce que c'est une faute par point d'orthographe et si on pouvait avoir moins 46, on aurait moins 46. mais bien sûr, il faut savoir compenser et juste pas baisser les bras et savoir que le meilleur est à venir. Est-ce que le slam, ça va inspirer votre avenir professionnel, peut-être ? Je pense pas. Je pense que ça a été une époque dans ma vie, ça m'a aidé à avancer, ça m'a aidé le collège, bien sûr, c'est là où on se fait toujours moquer, où c'est toujours plus compliqué de s'affirmer avec les défauts et les qualités de chacun. Et du coup, ça m'a aidé à surmonter cette phase, ça m'a aidé à comprendre qu'est-ce que la dyslexie et comment je peux la compenser. Et du coup, avec... J'adore parler. Donc voilà, on vous écoute pendant des heures parce que c'est un plaisir. Françoise, on a envie de vous poser une question. Du coup, est-ce qu'on guérit un jour de la dyslexie ou est-ce qu'il faut faire avec, comme Constance le fait, et en faire une force finalement ? On ne guérit pas, on compense. C'est pour ça qu'il faut avoir des rééducations précoces. Mais par contre, les personnes 10, à l'âge adulte, ont des talents. D'abord, ils ont des talents parce qu'ils sont très accrocheurs. Ils ont eu une scolarité tellement difficile qu'ils ont appris à se battre. Et puis, ils ont des talents parce qu'ils ont l'habitude des contournements et d'avoir des idées bien au-delà des autres, qui arrivent beaucoup plus vite, des idées différentes et qui enrichissent toutes les réunions. Et c'est reconnu en entreprise. C'est gérer aussi des situations différemment. Je pense, de voir la question différemment quand on la pose. Est-ce qu'on ne va peut-être pas aller droit au but et prendre des petits chemins et pour au final arriver directement au point. Finalement, arriver à la... à la solution. Ça prendra peut-être plus de temps, mais on y arrivera quand même. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Constance, merci à vous, Françoise, d'avoir été à nos côtés. On va voir en philosophie, Karl, il y a également des philosophes dyslexiques. Eh bien, oui. En tout cas, il n'a pas été diagnostiqué dyslexique, mais c'est vrai que je retiens cette idée qu'on vient d'évoquer, cette idée de penser différemment. Penser différemment, c'est aussi écrire, lire, voir les choses différemment. Moi, en tant que professeur de philosophie, j'ai tous les ans des centaines de copies à corriger, et ces centaines de copies à corriger, parfois l'orthographe est vraiment malmenée, c'est écrit un peu n'importe comment. Alors, je me dis, vous avez des élèves dyslexiques, vous-même? Oui, j'ai des élèves dyslexiques, mais j'ai l'impression que de moins en moins, les élèves dyslexiques ne se distinguent du lot, parce qu'il y a ceux qui n'en ont rien à secouer de l'orthographe, il y a ceux qui sont complètement étourdis, et puis il y a les dyslexiques, mais finalement, la dyslexie n'est pas forcément une faiblesse, ça peut justement être aussi une force, et ça a été le cas d'un philosophe du XVIIe siècle qui s'appelait Leibniz. Son nom complet, c'est Gottfried Wilhelm Leibniz. Ouais, on va s'arrêter à Leibniz, c'est bien. En tout cas, chez les Allemands, il y a toujours un petit Wilhelm qui traîne quelque part. Wilhelm, ça revient très très souvent. En tout cas, Gottfried Wilhelm, j'allais dire Friedrich. Gottfried Wilhelm Leibniz, parce que Friedrich est souvent présent aussi, il a vécu de 1646 à 1716 et on peut parler de véritable génie. Un grand touche-à-tout, ou plutôt un pense-à-tout de la philosophie et des mathématiques. Il faut voir que Leibniz s'est illustré dans les domaines suivants. Philosophie, physique, théologie, mathématiques, métaphysique, chimie, paléontologie, biologie, logique, histoire des religions, histoire tout court, droit, politique, linguistique, et tout ça en 70 ans seulement, et surtout tout ça avec une véritable écriture de cochon. Je pense qu'on va pouvoir voir à l'écran la façon dont Leibniz écrivait. Voilà, c'est quand même assez balèze, l'écriture de Leibniz. Il n'était pas médecin non plus dans une vie antérieure. Non, oui, il aurait pu être médecin, effectivement, mais cette écriture un peu bizarre aurait pu être classée dans la catégorie dyslexie ou dysorthographie. Oui, hiéroglyphe aussi, parce que là, je crois qu'il écrivait tout le temps comme ça, ou est-ce qu'il s'y retrouvait lui-même? Alors, est-ce qu'il s'y retrouvait? Non. La réponse est franchement non, puisqu'on a une anecdote assez significative à ce niveau-là. En 1703, Leibniz commence l'écriture d'un bouquin majeur dans sa bibliographie. Ça s'appelle Les Nouveaux Essais sur l'entendement humain. C'est une sorte de dialogue imaginaire avec le philosophe John Locke. Et c'est un dialogue qui pose la question de savoir si nous avons des idées innées ou si toutes nos idées, nous les acquérons au cours de notre vie. Le fameux débat de l'inné ou de l'acquis. Voilà, c'est ça, le fameux débat sur l'inné et l'acquis. Leibniz commence à écrire le livre. Leibniz commence à écrire le livre en 1703 et puis après le truc se perd et finalement le livre est édité bien après la mort de Leibniz en 1765. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Leibniz avait écrit la moitié du bouquin et il a tout perdu.
Il a paumé ses notes, on sait pas, il savait pas du tout ce qu'il en avait fichu, donc il a consacré le reste de sa vie à essayer de retrouver ses notes. Il avait une façon de travailler extrêmement brouillonne, désordonnée, excessive. Il faut savoir que Leibniz prenait une feuille de papier et puis il commençait à écrire de la philosophie dessus. Et puis d'un coup, il avait une idée mathématique, alors il écrivait des maths, ensuite il écrivait de la logique, et ensuite il prenait une paire de ciseaux, il découpait comme ça sa feuille, il en faisait des petits bouts de papier qu'il classait un petit peu partout sur son bureau. Copier-coller. C'était absolument, oui, copier-coller. C'était absolument n'importe quoi, cet entassement de bouts de papier. Impressionnant. D'accord. Il a beaucoup écrit comme ça Il a beaucoup écrit, c'est le cas de le dire. Il faut savoir qu'au cours de sa vie, de ses 14 ans, l'âge où il rentre à la fac, jusqu'à ses 70 ans, il va écrire 200 000 pages. 200 000 pages, c'est absolument énorme. J'ai fait le calcul avec ma petite calculette. Ça donne de 14 à 70 ans à peu près 3500 pages par an. C'est quelqu'un qui se levait le matin, qui avait 1000 idées, qui avait vraiment une capacité à penser, à réfléchir dans tous les sens, mais qui était extrêmement désordonnée. Vous savez qu'il y a un fonds Leibniz qui se trouve à Hanovre, en Allemagne, et ce fonds Leibniz essaye de récupérer toutes les archives de Leibniz, mais comme c'est écrit n'importe comment, ils ont un système de classification informatique. Ils ont commencé la classification des archives de Leibniz vers 2010, et ils prévoient la fin de cette classification en 2055. Imaginez 2055 pour récupérer tous les bouts de papier, tous les rassembler, parce que c'est passionnant, évidemment. Ça a fait avancer la science, mais ça part dans tous les sens. Incroyable. Alors, quel était l'objectif, finalement, de Leibniz avec tout ce travail ? Excellente question. La grande idée de Leibniz, il faut savoir qu'on est au XVIIe siècle en philosophie et que le XVIIe siècle en Europe en philosophie, c'est le siècle du rationalisme. Le rationalisme, ça consiste à dire que tout ce qui est présent dans l'univers peut être compris par l'entendement humain. Si nous avons assez de calculs dans la tête, nous pouvons comprendre absolument tout ce qui se passe dans l'univers. Et Leibniz veut, lui, à travers les mathématiques, rassembler toutes les sciences ensemble, toutes celles dont j'ai parlé tout à l'heure, aussi bien la métaphysique, la philosophie que la physique, la biologie, etc. Leibniz veut créer ce qu'il appelle une mathésis universalis. C'est beau comme terme, mathésis universalis, c'est-à-dire une mathématique universelle, un langage commun pour toutes les sciences et qui rassemblerait effectivement toutes les sciences et qui va lui faire faire des découvertes parfois très très étonnantes. Alors c'est quoi, un génie, un visionnaire, on peut le dire ouais, on peut le dire comme ça. Alors quel genre de découverte ? Alors quel genre de découverte ? Vous connaissez tous le langage binaire qu'on utilise en informatique. Tous les ordinateurs fonctionnent sur le langage binaire. C'est une série de 1 et de 0. On en a un exemple ici. Tous les ordinateurs du monde fonctionnent selon ce langage-là. Eh bien, qui a inventé ce langage ? Eh bien, c'est notre ami Leibniz. Vers 1600 et des brouettes, on retrouve une de ses pages d'écriture, voilà, avec la toute première écriture binaire. Il faut savoir que voilà, tous les jeunes informaticiens qui commencent seraient contents de savoir que leur langage a été inventé par un philosophe vers 1680 et des brouettes, je crois, quelque chose comme ça. Très, très impressionnant. Et c'est pas tout, en plus. Non, c'est pas tout. Il a inventé également la première machine à calculer, enfin, en tout cas, la deuxième, parce que la première, c'est un autre philosophe, Blaise Pascal, qui l'a inventé. Voilà la toute première calculatrice, alors qu'elle n'est pas une calculatrice de poche, elle est assez énorme. Elle est mécanique, elle fonctionne très, très bien. On la reproduit encore aujourd'hui. On peut la voir dans certains musées mécaniques. En tout cas, voilà, la calculatrice de Leibniz. Il a aussi inventé une mitraillette. Il a aussi inventé des chaussures à ressort. C'est assez étonnant. Il a aussi inventé la toute première montre automatique. C'est-à-dire la montre qui se remontait toute seule. C'est lui qui a inventé ça. Il a également écrit énormément. Et dans un de ses écrits, dans une de ses correspondances, il dit à un de ses correspondants, il a eu 1300 correspondants tout au long de sa vie. 1300 personnes à qui il écrivait, des scientifiques, des mathématiciens. Et dans une de ses lettres, il dit la chose suivante: je rêve d'un système qui ferait que chaque fois qu'on écrit quelque chose, ça soit visible par le monde entier en même temps. C'est-à-dire qu'il a eu la préscience des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Leibniz serait un tweetos affirmé et confirmé. C'est quand même incroyable d'avoir eu cette présence d'esprit. Et vraiment, il évoquait ça en se disant, mais un jour, le monde entier sera connecté grâce à des machines. Il avait déjà cette présence d'esprit-là. C'est incroyable. Un grand visionnaire, en tout cas. Un visionnaire... on peut raccorder un petit peu les choses, un visionnaire qui a imposé sa façon de penser parce qu'il pensait différemment, parce qu'il écrivait différemment. Donc ça peut être un message pour tous les dyslexiques, tous les dysorthographiques, dyspraxiques. Si vous pensez autrement, différemment, si vous lisez autrement, c'est peut-être le signe d'un grand génie comme Leibniz. Pourquoi pas ? C'est certainement le cas, hein, Catherine. Mais c'est le cas d'ailleurs pour tout ce qui est des troubles du spectre autistique aussi. C'est une manière où même les gens qui sont à haut potentiel, c'est ça on dit maintenant, et c'est des manières différentes de voir le monde et de comprendre le monde. Et souvent, c'est perçu comme des tares, des difficultés. Des choses handicapantes, alors qu'en fait, c'est pensé différemment. J'aurais pas aimé être celle qui range sa chambre ou des trucs comme ça. Hein. Ouais, ça devait être la catastrophe totale. Oui, vraiment. Personne ne rangeait sa chambre, du coup. Non, je pense qu'il devait faire lui-même. C'était même pas la peine.
Merci beaucoup, Karl, de nous avoir éclairé sur ce génie, c'est le cas de le dire. On va maintenant parler de quelqu'un qui a pensé différemment également, puisqu'on va évoquer les débuts de l'intérim avec vous, Christelle. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, alors c'est complètement différent là, pour le coup. Oui, mais c'est aussi une autre façon de penser le travail. Et encore une fois, quelqu'un a imaginé. Oh, comment elle fait bien. On sent la professionnelle de l'antenne. C'est du boulot, hein. Je ne le cache pas, c'est du boulot. J'avoue, là, j'y avais pas pensé. Oui, alors on va regarder en fait un sujet qui raconte l'histoire, les débuts de l'intérim en France. Et donc, effectivement, une vision entre la flexibilité, l'économique et puis le social, en fait. Et puis, on était en 1967. Alors, on regarde tout de suite cette archive, Ina. Bis, j'écoute. 4 hôtesses, certainement, monsieur. Il vous les faudrait pour quand? Après-demain. Après. 2 bilingues, anglais, allemand. BIS signifie Bureau Industrie Service. C'est une organisation qui a été créée il y a 14 ans à Paris et qui a très rapidement suivi une politique de décentralisation. Notre agence de Rennes, créée il y a 4 ans, est à l'heure actuelle une des 48 agences que nous avons en France. Monsieur Morel-René, vous êtes soudeur, je vois. Oui, je suis soudeur, oui. Quel genre de soudure avez-vous fait? Je fais beaucoup de soudure. Arc, autogène? Arc, autogène, arc surtout. Oui. Surtout arc. Surtout arc, oui. Surtout arc. Bien. Voilà, vous avez 2 schémas. Oui. Dans le premier, vous avez ici 2 tôles à réunir, tôles de 40 mm d'épaisseur. Et sur celui-ci, vous avez 2 tubes à joindre. Oui. C'est pour faire de l'hydraulique haute pression. Comme suite à votre en exigeant le passage de tests professionnels à tous ceux qu'elle embauche, cette organisation assure ainsi à ceux qui lui feront appel une qualité de travail fournie absolument sans faille. Elle garantit aux industriels que son personnel est techniquement qualifié. BIS offre ainsi 472 professions différentes. Elle élargit sans cesse son horizon de professionnels. Mais on est amené à penser que tous ces ouvriers, tous ces employés dont le style de vie a changé puisqu'ils changent souvent de patron, doivent avoir des problèmes personnels, voire même des difficultés. Par rapport à vos camarades de travail qui, eux, ont des emplois définitifs et stables dans des usines, est-ce que vous avez des difficultés? Non, je ne trouve pas que j'ai de difficultés. Tout le monde vous adopte? Ah oui, j'ai pas été embêté, rien du tout, non. Du premier coup que je suis rentré, j'ai tout de suite été camarade avec les autres gars, je n'ai pas été embêté du tout, quoi. J'étais bien reçu, je suis content. En utilisant ce personnel temporaire, vous avez l'impression que vous gagnez beaucoup ou que ça vous coûte cher? Bien, monsieur, gagner beaucoup ou coûter cher, c'est une question, en définitive, de coût comparé entre le personnel stable et le personnel temporaire. Un personnel stable représente des charges fixes qui sont permanentes. Le personnel temporaire, l'avantage de coller exactement aux besoins que vous avez. Donc, en définitive, c'est beaucoup plus rentable. Évidemment, si c'est sur une période limitée. Sur une période limitée. Vous en êtes satisfait de ce personnel qualifié? J'en suis très satisfait, oui. Très satisfait, je l'utilise depuis plus d'1 mois et ça va très bien. Archive étonnante, Véronique Lebaille et François-Michel du CHU de Rennes nous ont rejoints. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. On évoquera avec vous tout à l'heure les journées de l'alimentation en établissement de santé. Mais d'abord, Christelle, on va commenter cette archive étonnante quand même. Hein. Dans quel contexte, on a envie de vous demander, débute le travail intérimaire en France? Alors, d'abord, il a commencé aux États-Unis, donc avant-guerre, et puis dans les années 50, il prend son envol, donc période de reconstruction, d'après-guerre, les 30 Glorieuses. Donc en France et dans l'Europe occidentale globalement, c'est la pleine croissance, c'est le plein emploi. Donc voilà le contexte en fait de l'arrivée des ce qu'on appelle les ETT
entreprises de travail temporaire. Les ETT. Comment a évolué justement ce monde du travail temporaire au fil des années sur le marché du travail français, globalement? Alors, dans les années 50, on est à 7 entreprises de travail temporaire. Et puis, en 62, donc, on est déjà à 170 entreprises, 33 000 intérimaires. Donc, on voit que ça se développe dans les années mi des années 60. Il y a énormément de travail temporaire. Et puis, c'est le début aussi des CDI. La norme arrive au CDI. Mais il n'y a pas de législation. Donc, c'est un petit peu l'anarchie. Tout le monde fait un peu comme il veut. Donc, il faut attendre les années 70 et en particulier 1972 pour que se légalise le travail temporaire, l'intérim, en fait, en particulier, dans une période qui va être un peu une période difficile, un tournant, puisque c'est les crises pétrolières. Voilà. Et l'intérim tire son épingle du jeu, encore une fois, parce que c'est une main-d'œuvre. C'est une grande réserve de main-d'œuvre et puis une flexibilité. Une flexibilité, forcément. Alors, qu'est-ce qu'elle dit précisément, cette loi du 3 janvier 1972 ? Elle pose des cadres bien précis. Quels sont-ils ? Alors, c'est des cadres en plus qui vont durer très longtemps, dans les années 80, 90. Alors d'abord, c'est dire que le travail temporaire ne peut se substituer à un emploi permanent. Donc c'est quand même protéger quand même l'emploi CDI, on va dire. C'est une durée limitée, souvent. Donc on le sait souvent, on commence en temporaire et puis après on rentre dans une entreprise de façon sur la durée. Et puis la pratique d'une double activité est interdite, puisqu'à l'époque, on pouvait effectivement avoir plusieurs emplois. Voilà. Alors, on parle de cadre législatif et ça va continuer à évoluer, cet encadrement légal, puisqu'en 2005, il y a un nouveau tournant avec une nouvelle loi. Tout à fait, la loi Borloo-Larcher qui vont en fait faire une révolution en fait en France dans le social, parce qu'en fait c'est plus seulement le service public de la NPE qui va pouvoir gérer la période de chômage, mais les entreprises de travail temporaire vont également pouvoir pourvoir en fait aux besoins de salariés. Et puis en 2013, là aussi une révolution, donc ça fait 5 ans, c'est assez récent quand même, va naître le CDI intérimaire. Parce que justement, Catherine me disait, oui, un intérimaire, il a du mal à sortir une fiche de salaire et à obtenir peut-être des fois un logement, etc. Et du coup, les entreprises, alors pas toutes, mais certaines entreprises de travail temporaire recrutent en CDI en fait les salariés et leur permettent d'avoir finalement un emploi stable et d'être payés au SMIC pendant les périodes de non-activité et sinon de retrouver une activité régulière. Effectivement. Voilà, vous saviez tout ça ? Oui, non, j'apprends, ça c'est... Non, oui, c'est bon. Non, puis l'intérim, qui a fait de l'intérim déjà ici ? Oui. Ça arrive surtout quand on est jeune, quand on sort des études, et ça permet de voir plein de milieux professionnels aussi, tertiaire, primaire, secondaire. Ça peut être une force dans un CV. On parlait de force tout à l'heure avec la dyslexie, finalement, en faire une force. Mais oui, cette flexibilité, pouvoir toucher à tout un tas de domaines professionnels, ça peut être une force, effectivement. Et dans l'archive, on le voit, d'ailleurs, ils passent des tests. C'est ce qu'on montre, on passe des tests, mais c'est encore le cas aujourd'hui, on passe des tests pour voir si on est bon en PowerPoint, ou on est bon en soudure, ou on est bon en... Voilà. C'était... Les débuts de l'intérim avec cette archive de 1967. Merci beaucoup, Christelle. On va maintenant évoquer la 5e journée de l'alimentation en établissement de santé. Ce sera le 13 juin prochain. On en parle avec vous, Véronique Lebaille. Vous êtes cadre de santé diététicien au CHU de Rennes. Et vous, François Michel, vous êtes le responsable de la restauration du CHU. Un mot sur les cuisines du CHU. D'abord, combien de repas servis, combien de cuistots en coulisses ? 1 600 000 repas par an. 6 500 repas par jour et on a en tout 140 agents de restauration qui œuvrent chaque jour pour servir des repas. Alors, on va être franc. C'est vrai que la restauration en établissement de santé, souvent, mais c'est des clichés, n'a pas bonne presse. On dit tous, à l'hôpital. Est-ce que vous avez envie justement de redorer un peu cette image ? C'est justement le but de la Journée nationale de l'alimentation. C'est justement d'informer les patients de l'ensemble des initiatives qui sont menées au sein des établissements de santé et pour justement leur donner envie de se restaurer, de mieux manger. L'alimentation est un soin et mieux manger, c'est aussi guérir plus vite. Voilà.
Alors avant hein, le même repas lors de cette journée nationale était servi à tous les établissements de France. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous laissez les cuisiniers s'exprimer dans chaque établissement de santé. Le CHU de Rennes donc, a concocté un menu pour cette journée. Donc, c'est chou rouge lentilles, fricassé de poulet label rouge au cidre avec des pommes de terre grenaille et donc en dessert un yaourt bio et des pommes salidou faites maison. Bah, je réserve pour une personne. Pas qu'une, alors on va être pas mal à venir. Laurence aussi. Une table pour 3, s'il vous plaît. Véronique, je me tourne vers vous également. Le soin porté au repas, c'est une démarche au quotidien. C'est pas seulement la journée, lors de la journée nationale de l'alimentation, évidemment. Hein. Ça se traduit comment, vous, en matière de santé? Alors, en matière de santé, déjà, donc, l'équipe diététique au CHU de Rennes est composée de 24 temps plein. Et l'acte diététique est réalisé sur prescription médicale. Donc voilà, on a un peu plus de 15 000 prises en charge par an. Le poste de diététicien qui est dédié à la restauration va surtout travailler sur les menus et sur les déclinaisons en différents profils alimentaires. Et nous, notre objectif dans cette collaboration étroite avec la restauration, c'est d'apporter une alimentation saine, mais surtout une alimentation adaptée aux différents âges de la vie de tous nos patients, de la naissance, aux pathologies, bien entendu aux pathologies. Il faut savoir que certaines pathologies très singulières, notamment par exemple les maladies métaboliques, vont être traitées quasiment uniquement avec une alimentation particulière. Donc ça fait vraiment partie du protocole de soins. Voilà, l'alimentation est vraiment un soin direct. Et on essaye aussi la grande lutte contre la dénutrition, puisqu'on sait qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont dénutries en France. Et la prévalence de la dénutrition dans nos hôpitaux est de 30 à 40%. Donc, ce qui est énorme, comme énorme, ce qui est énorme. On sait même que certains patients se dénutrissent pendant leur séjour hospitalier. Alors ça vient de quoi? Le manque d'envie de manger Ça peut venir du manque d'envie de manger, ça peut venir de la pathologie. Les personnes sont déjà dénutries avant d'arriver et cela s'aggrave parce qu'il y a des phases de jeûne ou de non-alimentation suite à une chirurgie ou à la pathologie. Et de ce fait, nous avons mis en place au CHU de Rennes une stratégie de prévention, d'abord. Donc vous travaillez vraiment ensemble. Voilà, on travaille ensemble. Et là, c'est avec la restauration, donc un co-acteur fondamental dans cette stratégie de prévention, mais aussi après de dépistage et de prise en charge. L'alimentation est vraiment un soin et c'est vraiment l'affaire de tous. Alors, vous privilégiez les circuits courts, le bio. Est-ce que vous avez des engagements pris? Vous avez acté les choses? On a des démarches au CHU de Rennes, justement, les actions qu'on mène depuis plusieurs années. Donc, déjà, on a réinternalisé nos achats et nos approvisionnements. On achète local, on achète des produits de circuits courts. Aujourd'hui, on a 35% de produits locaux, 35% de produits de signes de qualité. Donc, ça va du poulet label rouge, on en achète 11 tonnes par an. Du lait entier fermier pasteurisé qui vient d'un GAEC d'Ille-et-Vilaine. Ouais, donc il y a vraiment du local. Ah oui, du local, de la viande exclusivement française. Plus de valeur nutritive aussi, peut-être plus de vitamines conservées. On regarde toutes les fiches techniques des ingrédients qu'on achète. C'est vérifié en collaboration entre justement le service restauration et le service diététique. Et on fait attention justement à tous les apports nutritionnels de ces ingrédients. Voilà. Donc vous élaborez les menus ensemble. On imagine que vous travaillez à ces menus et à des produits maison, enfin des plats faits maison. À des produits faits maison, effectivement. Donc on a beaucoup réinvesti dans du nouveau matériel, donc des fours, des sauteuses, des marmites. On a recruté des cuisiniers, on les a formés également, notamment aux nouvelles techniques culinaires. Et aujourd'hui, on a à peu près 80% de plats faits maison. Voilà. Alors, il y a également un côté psychologique, un frein psychologique. Peut-être c'est la fameuse barquette en métal, on l'a tous vécu. C'est vrai que, c'est un frein, c'est un blocage, c'est un côté un peu triste. Vous allez essayer de lutter contre ça également? On travaille justement, là, aujourd'hui, c'est le projet qui va sortir d'ici fin d'année, à une nouvelle offre alimentaire qui sera déclinée sur les 4 saisons, été, automne, hiver, printemps. Et on travaille aussi à la présentation du plateau repas. 80% de la satisfaction des repas aujourd'hui, c'est justement la présentation, l'environnement en général, et notamment la présentation du repas a tout son intérêt. Donc là, on travaille à des nouveaux contenants qui seront d'une ligne un peu plus contemporaine
et qui ressemblerait peut-être plus davantage à une assiette porcelaine. Voilà. Quelque chose de plus moderne. Quelque chose de plus moderne. Le petit bouquet, la bouteille de Chianti avec la bougie dessus, la nappe à carreaux. Ah oui, non, juste la petite déco. La petite déco aussi. Ah ouais, ça fait la différence. Ouais. Est-ce que vous luttez également contre le gaspillage alimentaire? Parce que ça paraît, c'est un des gros... Nous avons beaucoup d'actions justement de lutte contre le gaspillage alimentaire. Notamment, notre but au niveau du service restauration, c'est que le repas il arrive au bon moment, au bon patient. Eh oui. Mais ça, c'est un vrai défi. Les parcours patients sont multiples et effectivement, on s'affaire à réduire ce nombre de plateaux pour qu'il y ait toujours un patient en face. Et on a en tout réduit de 90 000 plateaux là, ces 2 dernières années. Bon, écoutez, en tout cas, bravo pour cette initiative. Et puis donc, on rappelle que le 13 juin, c'est la fameuse 5e journée de l'alimentation en établissement de santé. On a déjà des places de réservées. Parce que c'est ça. Santé, rime pas forcément, on imagine les plats en carton, les légumes bouillis, alors c'est... voilà, sans sel. Et donc sans saveur. Donc voilà, la santé, ça passe aussi par ce plaisir des parties. Un poulet au cidre, c'est ça? Un poulet, oui. Aussi. Fricassé de poulet aussi. Fricassé de poulet. Voilà. Si vous voulez venir, je vous invite. Ah oui, ça donne envie. Et on lutte contre les régimes restrictifs et les modes alimentaires trop restrictifs. Voilà, c'est pas notre sujet. Bon, écoutez, voilà, vous pouvez noter le nombre de plats qu'on a réservés pour cette journée du 13 juin. Vous pouvez compter sur nous, visiblement. On vous souhaite une très belle journée à tous. Mais regardez, c'est déjà la fin de cette émission. On vous remercie d'avoir été à nos côtés. Demain, mercredi, on se retrouvera autour du thème de la randonnée à 10h50. Vous êtes nombreux à être passionnés de randonnée. Eh bien, on en parlera, on fera un zoom. Très belle journée à vous tous sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.